Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler immobilier, les raisons qui m'ont poussé à vendre mes deux appartements, la résidence principale et bien sûr la résidence secondaire. L'idée est simple. Pour moi, un investisseur ne devrait pas mettre d'émotion dans ses investissements. Le but, me semble-t-il, est de prendre du recul sur la situation économique afin d'être relativement pragmatique sur l'état du marché et prendre des décisions qui semblent correctes. Et dans ce qu'il va suivre, je vais vous offrir mon analyse du marché immobilier ainsi que ma conclusion. Tout ceci n'est bien évidemment pas un conseil en investissement, il ne s'agit que de mon opinion et chaque investisseur doit faire son analyse et prendre ses propres responsabilités. Déjà, parlons d'un fait relativement simple à intégrer, le marché est cher. Comment peut-on déterminer si le marché est cher ou non? Je prends trois critères. Le premier étant la comparaison du prix moyen de l'immobilier au mètre carré avec le revenu moyen. Aujourd'hui, nous avons atteint des niveaux records. Sur ce graphique, on a choisi la base de 1 pour un prix moyen du logement en 2000 comparé au revenu moyen des ménages de cette époque. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une augmentation importante du prix de l'immobilier avec un ratio d'un peu plus de 1,80, soit une augmentation d'un peu plus de 80% du prix de l'immobilier en comparaison du revenu des ménages. Donc ça peut s'expliquer par les taux qui n'ont fait que diminuer entre-temps et qui ont aidé les prix à s'élever toujours plus haut, de par des crédits qui, eux, ont coûté de moins en moins cher au fil des années. Cela peut également s'expliquer par une demande de logement plus forte à mesure que les divorces se sont multipliés et que le nombre de célibataires a augmenté. Mais il n'empêche qu'on se retrouve actuellement dans une situation périlleuse avec un marché immobilier cher et des dettes toujours plus importantes. Un marché qui s'écroulerait à nouveau au ratio de 1, par exemple, ferait fondre le patrimoine d'énormément de personnes, en plus d'en bloquer d'autres avec une dette restante bien supérieure au prix du bien. Donc disons-le, des acheteurs récents qui seraient littéralement bloqués dans leur logement une bonne dizaine d'années. Puis si jamais on revenait sur des points bas en termes de prix, on retournerait sur un ratio d'environ 0,7 et là le crash serait monumental. Mais ça personnellement je n'y crois pas vraiment. Le deuxième critère, c'est la comparaison entre différents marchés. Une fois que nous avons déterminé que le marché immobilier est cher, ça ne veut pas dire qu'il y a mieux à faire. Pour rappel, un marché cher peut le rester et même devenir de plus en plus cher durant des années et des années. La différence, c'est que plus les prix seront élevés et plus la correction potentielle sera sévère. Si le marché boursier est relativement cher au vu de la croissance et des bénéfices futurs, et que le marché immobilier est peu cher au vu du prix moyen au mètre carré en comparaison du salaire moyen annuel, alors on peut estimer qu'il est bon de prendre une partie de ces bénéfices sur le marché boursier et d'investir dans l'immobilier. Et inversement, si le marché boursier offre des opportunités d'investissement à moyen long terme au vu de la croissance et des bénéfices futurs, tandis que le marché immobilier, lui, se paye cher au vu du salaire moyen annuel, alors mieux vaut prendre des bénéfices sur le marché immobilier et investir sur les marchés financiers. Il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième scénario, le dernier exemple que je viens de présenter. Non seulement le premier critère nous a permis de déterminer que le marché immobilier est cher, mais le deuxième critère, semble-t-il, nous donne par voie de comparaison un autre marché moins cher et donc potentiellement plus rentable. Bien évidemment, il faut s'assurer de pouvoir faire les bons investissements en investissant dans les bons secteurs, en choisissant les meilleures entreprises et donc en analysant chaque bilan et chaque rapport trimestriel et annuel de ces entreprises. Puis vient le troisième critère, celui de la croissance et des bénéfices futurs du marché. Je vois peu de personnes en parler, mais dans l'immobilier, c'est pareil, il faut faire cette analyse. Sur ce marché, bon nombre de choses sont en train d'évoluer. L'immobilier d'hier, le logement tel qu'on l'a conçu, et le logement de demain tel qu'on devrait le connaître, devrait être totalement différent, et ce, pour plusieurs raisons que je vais aborder avec vous. Déjà, parlons des coûts à venir. On le sait, aujourd'hui, la majorité des logements ne sont pas construits pour supporter les effets du réchauffement climatique. Résultat, les terrains argileux se rétractent sous l'effet de la sécheresse, ce qui provoque des fissures et potentiellement des effondrements. Plusieurs articles commencent déjà à en parler. Et un rapport de la Cour des comptes comptabilisait environ 10 millions de logements prochainement concernés par ces problèmes. Le coût pour réparer ces logements seront très importants. Les assurances se protègent, en tout cas pour l'instant, en expliquant que les fissures ne sont peut-être pas provoquées par la sécheresse, mais peut-être par différentes malfaçons. Il faudra donc réussir à prouver que c'est bien évidemment lié au sol qui bouge, et là encore, ce sont des frais. À voir comment l'État va gérer la situation, il a son mot à dire, mais je n'ai pas, moi personnellement, envie de prendre ce risque dans un marché qui se paye cher.
Toujours pour rester dans les coûts futurs à venir, nous avons également le coût des charges du logement qui augmente, lié à l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité. Je pense voir venir le marché immobilier se scinder en deux. D'une part, les logements comptant sur les énergies fossiles, ce qui devrait devenir de plus en plus difficile à louer ou à vendre à bon prix, à cause du coût des charges, mais aussi à cause du besoin énergétique polluant et de l'image négative que cela renvoie. Et à côté, les futurs logements autonomes en énergie verte, qui devraient offrir, eux, des prix de vente supérieurs grâce à l'effacement des charges liées au chauffage, à la climatisation, mais également à la recharge de la voiture électrique. Puis en bénéficiant de l'image verte. Bon pour la planète, bon pour les êtres humains. Ce qui devrait attirer beaucoup plus la nouvelle génération et offrir des rendements bien supérieurs. Il y a donc un investissement futur à faire dans les énergies vertes, sans quoi la valeur des biens se verrait dégradée au fil du temps, ainsi que le rendement locatif. Sans parler des logements qui devront faire face bientôt à l'isolation extérieure des murs, qui ne manqueront pas d'arriver, afin de baisser la note du DPE à A. Pour le marché des voitures, on voit bien comment, en 10 ans seulement, le marché s'est transformé avec la pression de la note critère. Je pense que le marché immobilier changera tout aussi vite avec la note du DPE, qui prend de plus en plus de poids dans la négociation et la décision d'un achat immobilier, mais également dans la décision d'une banque pour accepter ou non un crédit. Il existe également un autre problème que je pense voir venir à long terme, c'est la destruction du travail. On pourrait également parler de transformation. Le travail ne va pas disparaître, mais le travail salarial, lui, devrait diminuer plus ou moins rapidement. J'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. La décentralisation du monde de demain, qui est en train de se mettre en place, pose question. Qu'adviendra-t-il du marché du travail dans un monde robotisé, automatisé, avec des foyers disposant d'imprimantes 3D? Sans entrer dans les détails ici, je pense qu'on peut intégrer une destruction du travail salarial ainsi que monétaire. À mesure que le nombre de salariés diminuera, la création monétaire devrait suivre le même rythme. Ça veut dire moins d'argent à capter dans l'économie et de moins en moins de possibilités pour rembourser les crédits. Donc un problème de dette à venir pour les personnes trop endettées, mais également une mise en place d'un monde écologique basé sur le recyclage des matières premières, de la transformation des logements en producteurs d'énergie verte, ainsi que la décentralisation d'une partie de l'industrie avec les imprimantes 3D. En d'autres termes, un monde où le consommateur deviendra producteur de sa propre consommation, qu'elle soit énergétique ou industrielle, ce qui ralentira la création monétaire jusqu'à ce qu'elle devienne, je pense, négative. En tout cas, c'est ma thèse de travail. En d'autres termes, je pense voir venir un monde déflationniste. Pas moins bon, pas moins riche, juste une autre façon de vivre, un nouveau rapport à l'argent, au crédit et à l'investissement. Le problème d'un investissement trop important dans l'immobilier à crédit m'amène à penser que certains feront peut-être faillite et qu'avec le temps, le rendement locatif diminuera de par les travaux qui ne manqueront pas d'arriver au fil des années pour bâtir les structures de ce nouveau monde, mais aussi parce qu'une fois ce monde bâti, il devrait voir éclore un monde déflationniste et donc des loyers qui, eux, s'affaibliront. Se pose malgré tout la question du timing, dans combien de temps ce monde peut-il émerger? J'ai tendance à penser plus rapidement qu'on le croit. En 1998, pas grand monde avait Internet et peu de personnes comprenaient l'intérêt d'avoir finalement un ordinateur communiquant avec un autre ordinateur. Et la majorité des personnes avaient adhéré à cette nouvelle technologie, avaient acheté un ordinateur et ça a fini par changer encore un peu plus tard tout notre système de communication et d'information jusqu'au nouveau monde que l'on connaît aujourd'hui, qui n'était même pas imaginable en l'an 2000. Donc attention à ne pas sous-estimer l'importance des nouvelles technologies qui ne manqueront pas d'arriver, des efforts financiers à faire pour lutter contre le réchauffement climatique et la possibilité d'avoir des rendements de plus en plus faibles à mesure que le monde de demain se construit. Je pense que d'ici 10 années, il serait bon de ne plus avoir de crédit. À mon avis, dès aujourd'hui, il faut avoir un plan d'investissement qui permet à l'investisseur de se désendetter durant les 10 prochaines années. N'hésitez pas à communiquer en commentaire si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord et vous voulez partager également vos idées. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos.